Alors, faisons-nous un petit plaisir, non pas gustatif, mais au moins pour commencer peut-être ces échanges avec vous, François, un petit plaisir, un bravo sur X, et vous avez eu bien raison, j'en ai dit quelques mots dans la revue de presse ce matin, c'est-à-dire les sanctions qui frappent un certain nombre d'Européens, dont Thierry Breton, sanctionné, qui pleurniche évidemment, tout comme Jean-Noël Barrot, qui s'indigne, qui parle des peuples libres et souverains d'Europe. C'est quand même fort de la part de cet euroglobaliste de parler de peuples libres et souverains d'Europe. Il s'indigne, il parle même de maccarthisme aux États-Unis, quand on sait ce qu'ils ont infligé à nos amis, le colonel Gbagbo, Xavier Moreau, où la sanction administrative est autrement plus lourde que d'être privé de visa pour les États-Unis. Mais en tout cas, vous avez signé bravo sur X sur ce sujet, François. Oui, je pense que ça n'est pas tout à fait une anecdote. Ce qu'il faut voir, vous savez, quand on veut faire un peu de futurologie, on doit, pour éviter que ce soit le pifomètre pur et lire dans le mar de café, quand on veut faire un peu de futurologie, il faut s'appuyer sur ce que les spécialistes appellent des faits porteurs d'avenir. Et là, je pense que c'est quand même un tournant, parce que, sauf erreur de ma part, je pense que c'est vraiment la première fois que les États-Unis d'Amérique infligent un refus de visa, une interdiction de venir sur le territoire américain à quelqu'un qui est quand même un ancien ministre du temps de Chirac et également un ancien commissaire européen. Donc c'est quelque chose, c'est que ça parle quand même, c'est presque une déclaration de guerre diplomatique. Enfin, on en est là. Alors, ça veut dire que les relations transatlantiques continuent à se dégrader. Ça veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on nous présente là-dedans, le maccarthisme, il est du côté européen, puisque, comme vous l'avez justement rappelé, on a des mesures qui ressemblent tout à fait à des lettres de cachet, en fait. Ce qu'a annoncé Barrot, c'est-à-dire que Jacques Beau, qui est citoyen suisse, comme d'ailleurs Barrot lui-même, hein, Jacques Barrot, il a aussi la nationalité suisse. Je ne sais pas si vous le savez. Le père de Jean-Noël ? Jean-Noël Barrot lui-même. Lui-même, d'accord. Voilà, sa mère était suissesse, là, l'épouse de Jacques Barrot. Il a acquis la nationalité suissesse. Bon. Helvétique, que je trouve personnellement tout à fait contestable. Non pas que j'aime beaucoup les Suisses, ça c'est pas le problème, mais c'est un problème de principe. C'est qu'un ministre, attention, un ministre des Affaires étrangères n'ait pas uniquement la nationalité française, ça va quand même très loin, parce que ça peut être la nationalité suisse, mais ça peut être d'autres nationalités, hein. On prête à certains ministres le fait d'avoir d'autres nationalités qui peuvent être américaines, israéliennes, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on dirait pas si on avait un ministre qui avait la nationalité, comment dirais-je, je sais pas moi, iranienne ou russe. Bon, enfin, ça serait bon. Enfin, je clôture cette affaire. En fait, les tyrans dans l'histoire, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis reprochent en fait à Thierry Breton de voir exercer, avec notamment, vous savez, comment ça s'appelle, le Freedom Act, là, le Media Freedom Act, MFA, c'est-à-dire, on est dans un monde orwellien, donc l'acte pour assurer la liberté des médias, c'est en fait pour les censurer. Et donc c'est ça qui est reproché aux États-Unis contre les mesures prises par l'Union européenne, et notamment sous l'instigation de quelqu'un comme Thierry Breton. Donc, ceux qui font acte de censure, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est interdit de venir sur le territoire. C'est ce qu'a dit Rubio, le secrétaire d'État américain. Il a dit ce matin hier soir plus exactement, il a dit que depuis trop longtemps, monsieur Thierry Breton avait fait partie de ces gens qui, en fait, voulaient empêcher les citoyens américains d'avoir accès aux informations qu'ils veulent sur des plateformes américaines parce que pour des idées qui sont contraires à ce qu'ils pensent. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a quelque chose qui est très, très important. Enfin, vous le savez, Nicolas Stocker, mais peut-être tous les auditeurs ne le savent pas. Il y a une chose qui est très, très importante dans la mentalité américaine, c'est le premier amendement de la Constitution. La Constitution, c'est toujours la même aux États-Unis depuis sa rédaction, depuis qu'elle a été adoptée, donc à la fin du XVIIIe siècle.
Et depuis là, il y a eu non pas des nouvelles constitutions, on est toujours sur la même Première République, mais il y a eu des amendements qui se sont empilés, pas beaucoup d'ailleurs, et qui ont porté des numéros. Et donc le texte d'origine n'a pas été modifié, mais il s'y ajoute des numéros. Alors que nous, par exemple, dans notre système constitutionnel français, on a une constitution qui a été adoptée en 58, et puis depuis lors, il y a eu un très grand nombre de modifications, d'amendements, de défiguration d'ailleurs de notre constitution, et qui se sont substitués purement et simplement aux articles existants. Et donc, pour en revenir aux États-Unis, le premier amendement, c'est sur la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression est totale aux États-Unis. Il n'y a aucune contrainte aux États-Unis, de telle sorte qu'on y voit parfois, on peut y publier il n'y a pas de délit d'opinion. On peut y publier des horreurs, on peut y publier des propos racistes, enfin, comment dirais-je, misogynes, androgynes, homophobes, antisémites, racistes, nazis, etc., etc. Tout est bon parce que ça participe du principe que la libre confrontation des idées ruine les idées fausses, ruine les idées mauvaises. Voilà. Alors, c'est évidemment très différent de la mentalité européenne et française qui, depuis, malheureusement, se développe de plus en plus, qui est que la sphère du disciple, de ce qu'on a droit de dire, ne cesse que de se rétrécir. Moi, j'ai quand même maintenant là, je me rappelle ce qu'était la France dans les années 70-80. Maintenant, on a l'impression qu'on commence à étouffer en France. C'est-à-dire qu'on bientôt, alors il y a encore on a encore le droit de dire ou d'écrire certaines choses, mais de moins en moins. Et quand vous prenez le contre-pied avec des analyses sérieuses à l'appui de ce qui est dit dans les médias, vous êtes aussitôt traîné dans la boue, complotiste, conspirationniste, vous recevez les valises de Poutine, les valises de Xi Jinping, enfin j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Donc on s'attaque non pas au message, on ne s'attaque pas, il n'y a pas de libre débat, on s'attaque au messager. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jacques Beau et Xavier Moreau. Alors Xavier Moreau est peut-être un petit peu plus pro-russe parce que c'est vrai, il vit en Russie, son épouse est russe. Enfin, moi j'aime beaucoup Xavier Moreau, mais il a parfois eu des prises de position un peu trop favorables à la Russie, à mon goût, en tout cas qui ont été un petit peu démenties par les événements, mais pas toujours. En gros, il avait, mais je me rappelle qu'il avait fait parfois des pronostics un petit peu hasardeux. Mais bon, et alors, je veux dire, pour un Xavier Moreau, on a des centaines de personnes qui passent à la télévision et à la radio française tous les jours pour nous expliquer que l'Ukraine est en train de triompher, et que Poutine était un nouvel Hitler qui est perclus de cancer et de maladie d'Alzheimer. Enfin, c'est incroyable. Donc, si on fait le bilan, ce que dit Xavier Moreau est quand même a été beaucoup plus validé par les faits que ce que disent les généraux de plateau. Bon. Et je ne parle pas de Jacques Beau, qui, Jacques Beau, me semble-t-il, est plus objectif peut-être que Xavier Moreau, qui lui, il a été colonel dans les services de renseignement helvétique, comme vous le savez, et qui est, je veux dire, il a fait des analyses qui sont quand même, qui tiennent beaucoup la route. Hein. Donc, ce que l'on reproche en fait à Xavier Moreau et à Jacques Beau, c'est d'apporter un autre son de cloche, ce qui est quand même tout à fait naturel en démocratie. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez Xavier Moreau qui présente la société russe, il a fait des vidéos sur les rues de Moscou, etc. C'est très salutaire ce qu'il fait, c'est qu'il montre que on nous raconte des choses épouvantables sur la Russie qui n'ont pas lieu d'être. Alors, ça n'est pas pour autant, c'est pas parce que je dis ça que je suis un émule de Vladimir Poutine. Poutine, il a des défauts certainement et des qualités comme tout le monde. La société russe, le système politique russe n'est sans doute pas parfaitement démocratique. Enfin bon, et le système français, Hein, parce que je vois comment on est en train de préparer l'élection présidentielle de 2027, c'est absolument scandaleux, c'est absolument une honte. Et donc voilà. Alors pour en revenir à la question de départ, voilà, les Américains ont décidé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez décisif parce que en fait, je pense que les Américains vont tenir sur cette ligne. Ils n'accepteront pas d'être muselés. Si j'en crois bien d'ailleurs les évolutions, il y a quand même de fortes probabilités que le prochain président soit Vance. Or, Vance, il a fait de ce combat de la libre expression, du libre discours, de retour aux valeurs traditionnelles de l'Europe, etc., la pointe de son combat pour l'élection présidentielle. Voilà.
Un dernier mot peut-être sur la personnalité de Thierry Breton. Moi, je le connais un tout petit peu. J'ai eu à m'en plaindre. Hein. C'est quand même quelqu'un. J'avais été nommé délégué à l'intelligence économique à Bercy. Quand il a pris ses fonctions, il a succédé, je le rappelle, à Hervé Guémard, qui avait dû démissionner en catastrophe un mois après sa nomination dans des conditions peu reluisantes. Eh bien, Thierry Breton, j'avais demandé une audience. C'était quand même délégué général d'intelligence économique. Je n'ai jamais eu d'audience jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre de cachet pour me faire virer. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que j'avais expliqué que le b.a.-ba de l'intelligence économique, tel que moi je le concevais, c'était de faire pour la France ce que font les entreprises pour elles-mêmes. L'intelligence économique, d'ailleurs, c'est un mot français qui est mal compris parce que, en fait, c'est une traduction un peu mot à mot et un peu bébête de ce qu'on appelle intelligence en anglo-saxon, qui veut dire le renseignement, en fait. Donc, l'intelligence économique, comme on dit en français, en fait, on devrait appeler ça une cellule de renseignement. C'est un peu ça. Les entreprises, lorsqu'elles créent une cellule de renseignement, elles essaient de voir toutes les menaces qui pèsent sur tous les postes de leur compte d'exploitation et de leur compte de résultat et leur bilan. Ça peut être aussi bien des risques de prise de participation d'OPA agressives venus d'autres opérateurs, d'autres entreprises. Ça, c'est par exemple sur un poste du bilan. Et puis, ça peut être aussi des campagnes de diffamation. Par exemple, vous vous rappelez comment les Américains avaient essayé de flinguer Perrier on avait découvert du benzène dans deux bouteilles de Perrier dans un hypermarché en Arizona. Donc, la carrière de Perrier avait failli s'arrêter net aux États-Unis. En fait, c'était sans doute un trucage. On se rappelle comment les Américains ont tué la peau du Concorde, d'ailleurs, en refusant pendant des années, qu'ils viennent se poser à New York, etc., etc. Donc, ça s'appelle faire du renseignement, c'est voir toutes les menaces. Et moi, j'avais proposé, quand on m'avait nommé à ce poste, c'était en fait Nicolas Sarkozy qui m'avait nommé à ce poste pour se débarrasser de moi. Il avait fait ça à la demande de Charles Pasqua, qui voulait qu'on me donne un poste correspondant à mes mérites, parce que Pasqua estimait mes mérites. Je considérais que j'étais quelqu'un qui connaissait bien ses dossiers, qui avait du sens de la recherche, etc., pour fouiller les choses. Et donc, moi, j'avais conçu ce poste comme étant devant regarder tout ce qui menaçait la Maison France. Et à commencer par ce qui se passait à Bruxelles. Et j'avais donc proposé aux ministres aux conseillers des ministres qui avaient bien voulu me recevoir, j'avais dit que la France devait avoir une vision extrêmement précise des forces agissant au sein de la Commission européenne, aussi bien au niveau des commissaires européens, donc avec le pédigré des différents commissaires, parce il y a vraiment matière à dire. Hein, il y en a beaucoup là-dedans qui sont corrompus ou qui travaillent pour des entreprises étrangères et notamment des lobbies américains, que ce soit le lobby des armes, le lobby pharmaceutique, etc., etc. N'oubliez jamais que, par exemple, que Madame Christine Lagarde, elle travaillait pour Lockheed Martin, elle était dans un grand cabinet d'avocats américains, Baker McKenzie à Chicago, mais elle travaillait aussi pour Lockheed, et elle a été nommée au gouvernement français par Chirac. Et il y avait Thierry Dassault que je connaissais, de la famille Dassault, qui m'avait téléphoné en disant, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, vous avez nommé Madame Christine Lagarde au gouvernement. J'ai dit, vous savez, moi, je n'ai nommé rien du tout. Hein. Moi, je suis en train de m'installer dans mes meubles. J'ai les pires difficultés à avoir une lettre de mission. Elle est précise, parce qu'entre-temps, Sarkozy était parti. Et il m'avait dit, Thierry Dassault lui-même, il m'a dit, mais Christine Lagarde, elle a travaillé pour Lockheed Martin. Ça a été notre pire adversaire pour vendre des avions à la Pologne. Et d'ailleurs, avec succès, puisque vous vous rappelez que la Pologne avait acheté des avions de Lockheed Martin, des F-18, contre les avions de chez Dassault. Hein, je ne sais plus, c'était des Mirages ou des Rafales, je ne sais plus. Et donc c'est ça que j'avais dit. Il faudrait vraiment aller regarder de près le pédigré des commissaires européens et puis aussi de ce qu'on regarde jamais, c'est-à-dire qui est le directeur de telle ou telle direction au sein
au sein de la Commission européenne, quels sont les sous-directeurs, etc. Voilà, c'est ça là, ça serait intéressant parce que là, on peut voir des menaces. Pas besoin de vous dire que le simple fait d'avoir dit ça m'avait valu d'être passé dans un cul de passe-fausse. Hein. C'est-à-dire qu'on ne devait pas regarder les forces s'exerçant au sein de la Commission européenne. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est de la haute trahison. Hein. C'est ni plus ni moins. Donc voilà, là, moi et Monsieur Thierry Breton est vraiment l'archétype de c'est lui qui m'a chassé de ce poste, hein, qui m'a dit vous avez fait, je vous remercie beaucoup, etc. Donc en fait, je me suis retrouvé à l'inspection des finances et le poste a été supprimé, jugé trop dangereux. Donc c'est une véritable cinquième colonne qu'il y a. Et si je pense que les Américains ont sanctionné Thierry Breton, c'est pas seulement à cause de ces questions de critique, c'est parce qu'ils savent très bien que M. Thierry Breton a partie liée avec l'État profond américain, certainement avec les grands fonds de pension, certainement avec le complexe militaro-industriel, etc. Et donc, en fait, Thierry Breton fait partie de ce gang qui a mis la main en partie sur les États-Unis et qui a essayé d'assassiner Trump lui-même. Hein. N'oublions jamais que la situation aux États-Unis en ce moment, c'est quand même un conflit entre Trump d'un côté et ses équipes, et puis de l'autre côté l'État profond qui n'a pas baissé les bras. Et comme actuellement il est un peu en mauvaise fortune aux États-Unis, il pousse ses pions en Union européenne. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Exactement. Donc en tout cas voilà pour les sanctions administratives concernant quelques Européens, et on sait le mécontentement des Américains, de Trump, de Marco Rubio lui-même, puisque c'est le Conseil d'État, c'est le conseiller d'État qui a secrétariat d'État qui a divulgué cette information sur les sanctions frappant un certain nombre d'Européens. De là, peut-être aller, j'aurais bien aimé revenir avec vous maintenant, François, sur le libre-échange, peut-être sur le Mercosur, c'est un réveillon de Noël aujourd'hui, le 24 décembre, et nos pensées, en tout cas, et je pense que vous partagez mes pensées, aux agriculteurs, aux éleveurs qui se battent, qui ont encore dans le sud-ouest des points de blocage. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation justement agricole ? Alors, vous savez, je me faisais cette réflexion hier, comme beaucoup de gens. Hein, je suis allé avec ma femme faire des courses, notamment pour préparer le réveillon. Ouais. Quand vous allez chez des petits commerçants, vous avez souvent encore des produits du terroir. Quand vous allez dans les grandes surfaces, si vous allez, c'est vraiment étonnant. Par exemple, au rayon des fruits et légumes. Mais c'est incroyable, c'est la planète entière qui est là. Hein. Vous avez des trucs viennent de tout. Et il y a des mangues du Pérou, des avocats qui viennent de je ne sais pas où. Vous avez les oranges qui viennent d'Afrique du Sud ou du Maghreb. Enfin, alors je ne suis pas contre le libre-échange, hein, mais il y a aussi les nécessités de le réguler. Voilà. Et malheureusement, on est sous une emprise idéologique qui est la loi du fric avant toute chose, c'est ce qui domine dans la construction européenne. J'avais eu l'occasion, vous savez, ça fait 18 ans que j'explique à mes compatriotes, et notamment à mes compatriotes agriculteurs, et que si l'on prend les articles qui concernent la politique agricole qui figurent dans les traités européens, alors j'ai pas vérifié avant de vous en parler, là, de mémoire, je crois que c'est les articles 35, 36, mais c'est à vérifier. Il est question là-dedans que l'objectif fixé par les traités européens à la politique agricole, c'est d'augmenter la productivité de l'agriculture. Point barre. Donc c'est absolument inouï si vous y réfléchissez, parce que comme un traité, il est signé et ratifié sans limitation de durée. Vous avez des traités qui peuvent durer des centaines d'années. Je cite souvent l'exemple du traité d'Utrecht de 1713 qui clôture la guerre de succession d'Espagne. En vertu de ce traité, par exemple, Gibraltar est donné au Royaume-Uni. On est en 2025, c'est-à-dire que 212 ans après ce traité, il est toujours valable, le traité. Bon. Donc, on signe un traité, le traité de l'Union, c'était sous Maastricht, ça a été repris dans les traités ultérieurs.
la politique agricole, l'objet de la politique agricole, c'est d'augmenter la productivité de l'agriculture. Mais c'est délirant, parce que ça veut dire il faille que l'on puisse avoir des mesures favorisant l'augmentation de la productivité, c'est une chose. Mais fixer comme objectif à la politique cet unique objectif et sans limitation de durée, ça veut dire qu'il faut que la productivité soit chaque année meilleure que l'année précédente. C'est dément. C'est dément. Jusqu'où ça ira? Ben, ça ira jusqu'à la destruction de l'agriculture, puisqu'on trouvera toujours un pays dans le monde, enfin jusqu'à ce que l'Europe soit devenue le pays, la zone la plus pauvre de la planète, ce qui peut-être sera le cas d'ici une centaine d'années, hein, pourquoi pas, peut-être même plus rapidement. C'est que effectivement, au nom de cette productivité, ben, vous allez mettre en compétition toutes les productions du monde entier avec des pays où tout est moins cher. Les salaires agricoles sont moins chers, les normes environnementales sont inexistantes, le coût du foncier est très faible, etc., etc., etc. Et donc, c'est exactement le drame que vivent nos agriculteurs. On les met dans des conditions de concurrence de plus en plus dans tous les domaines. Et le résultat, en attendant, évidemment, il y a des gens qui se félicitent de cette affaire. C'est notamment, c'est tout le drame d'ailleurs de l'attelage européen, c'est que si vous vivez en Laponie finlandaise, si vous voulez, il y a du permafrost où le sol est gelé toute l'année, vous êtes bien content d'importer des produits alimentaires venant des pays du Sud, et quitte à faire entre acheter des haricots verts de France ou des haricots verts du Kenya, ben, autant les acheter au Kenya, ça coûte moins cher. Et c'est la même chose pour la viande. Donc les pays du nord de l'Europe, c'est quelque chose qui n'a jamais été suffisamment souligné, enfin, sauf par moi, je ne sais ce que de le dire. Cette affaire du Mercosur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a que la France, et puis il y a aussi, bon, la Pologne, un petit peu, parce qu'ils ont des producteurs de viande, et puis l'Italie qui nous a donné un coup de main, et la Hongrie, mais il y a eu ces 4 États qui ont fait obstacle à la signature immédiate du Mercosur. Mais sur les 27, ça veut dire qu'il y en a 23 qui applaudissent. Et c'est ça qu'il faut quand même comprendre. Hein. Donc, le problème, il est là, c'est les gens disent toujours sur la construction européenne, l'Union fait la force. Mais non, l'Union, elle ne fait la force que si tout le monde tire dans le même sens. Évidemment. Mais si tout le monde tire dans des sens différents et que vous faites une union factice en fonction d'un périmètre géographique et non pas en fonction d'une communauté d'intérêts, c'est exactement le problème de la construction européenne, vous en arrivez au fait que vous vous alliez à vos pires adversaires. Et comme la France est minorisée, or c'est vrai pour le Mercosur, c'est vrai, on en avait parlé peut-être, je crois, avec vous, pour les droits de douane avec les États-Unis. Ça a été vrai aussi, je crois qu'on en avait parlé ensemble, Nicolas, avec l'acétamipride et les néonicotinoïdes, etc., etc. Sur tous les sujets, la France est minoritaire, c'est comme ça. Parce qu'il y a le poids très important de l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'a pas beaucoup d'élevage, elle en a un petit peu, mais surtout, elle veut vendre ses Mercedes et ses voitures de luxe au Brésil. Il est là le sujet. Donc, en fait, c'est une leçon de choses qui est en train d'apparaître devant tout le monde. C'est pas la première, malheureusement, ça n'est que la énième, mais qui confirme et confirme et confirme encore à la fois mes analyses et la proposition phare de notre parti politique, c'est qu'il faut absolument sortir de tout ça. Parce que, si vous voulez, moi j'ai pris le recul du temps, là, je vais d'ailleurs envoyer un courrier, une lettre à tous les syndicats agricoles. Ça commence à bien faire, si vous voulez, c'est tout. Tous les 2 ans, il y a déjà créé en France. On a oublié qu'en 2024, il y avait déjà eu, début 2024, c'est même pas tous les 2 ans, il y a un peu plus d'1 an, il y avait déjà eu des problèmes concernant le prix du gazole, concernant une épidémie, et puis concernant les mesures venues de Bruxelles. Et donc, il y avait déjà eu, vous vous rappelez, il y avait des blocages un peu partout en France avec des agriculteurs, parce que les agriculteurs sont des gens qui ont du bon sens. Ils se payent pas de mots, normalement, les agriculteurs. C'est quelqu'un, vous savez, ils sont face à la terre, à la dure loi de la nature. Hein, le cycle des saisons, les bonnes récoltes, les mauvaises récoltes, et ça. Donc ça, on est confronté à du concret. On n'est pas comme dans un discours à la Macron ou à la Villepin. Vous avez des gens qui font des discours nébuleux dont ils n'en ressortent rien. Non, les agriculteurs, c'est vraiment une des professions où on est le plus confronté à la réalité. Et ils voient bien d'année en année que l'agriculture française, les agriculteurs familiaux, l'agriculture familiale est en décroissance rapide. Hein, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner. En 1960,
il y avait à peu près 2 800 000 exploitations agricoles. On est tombé à 200 000. On est compte? Alors, je dis pas que c'était normal aussi que le nombre d'exploitations agricoles diminue. Je ne dis pas le contraire. La modernisation, notamment avec les machines de plus en plus perfectionnées qui remplacent l'homme, notamment les maçons, en matière que ce soit pour les moissons, mais aussi, moi, quand j'étais petit, on voyait arriver en France, dans les années 60, les moissonneuses, batteuses, faucheuses, trieuses, lieuses, etc., qui étaient fabriquées aux États-Unis. Enfin, c'était une révolution. Donc ça, c'est normal. On va pas rester au temps de la lampe à l'huile. Mais là, on a un autre problème en France, c'est que l'État ne protège plus son agriculture et a fait, en fait, c'est le grand secret, a fait une croix sur l'existence même d'une agriculture familiale. C'est-à-dire que si on continue comme ça, à horizon, ça fait des années que je le dis, et malheureusement les événements me donnent raison. C'est-à-dire le nombre d'agriculteurs continue à diminuer à toute allure. Au profit de quoi? Au profit, d'une part, de quelques très grandes exploitations de l'agroalimentaire, hein, ceux qui font les choux gras de la FNSEA, hein, donc que ce soit dans la Beauce ou que ce soit les fermes de 1000 vaches, hein, vous voyez, ce genre de trucs que les Français d'ailleurs détestent, refusent, parce que c'est vraiment de la junk food, c'est là où où se concentrent absolument tous les défauts de ce genre d'alimentation qui produisent 20 ou 30 ans après des cancers, des maladies auto-immunes, etc. Donc ça, c'est la première grande évolution. La deuxième grande évolution, c'est on se focalise sur les stratégies de niche, ce qui là est assez prometteur. Hein. C'est effectivement, si vous avez la chance d'avoir 25 hectares dans les côtes de Nuit, je sais pas, du côté de Pomard, par là, ou bien si vous êtes, ou si vous avez dans le, je sais pas, à Roquefort, vous avez les caps de Roquefort, ça fait 900 mètres de long, hein, c'est une appellation mondiale. Hein, Donc là, si vous avez sur ces tout petits créneaux, vous pourrez continuer à exister, sauf que ces petits créneaux deviennent tellement brigués que ça attire des appétits mondiaux. Hein, et vous avez peut-être vu cette information, c'est que j'ai relayé aussi sur mon compte Twitter, c'est que il y a de plus en plus d'entreprises ou de capitaux chinois qui investissent maintenant la Bourgogne. Hein, il y a le château qui achète les meilleurs hectares de vignes du Bourgogne. Voilà, ouais. le vrai Chambertin. Bon, alors moi déjà, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça fait partie de l'identité nationale d'un pays et qui doit protéger, voilà. De la même façon que je pense que ça n'est pas à des capitaux français, par exemple, de posséder des grands jardins de thé très célèbres qu'il y a en Chine. Je pense notamment au Longjingcha, ça veut dire le thé du puits du dragon qui se trouve près de la ville de Hangzhou, c'est pas très très loin de Shanghai. C'est un des grands, ils ont énormément des grands crus de thé, hein. Comme nous on a des grands crus de vin, ils ont des grands crus de thé. Le thé vient de Chine, hein. C'est Camellia, le nom scientifique du thé c'est Camellia, c'est de la famille du camélia, Camellia sinensis, Camellia de Chine. Et le thé de l'Inde a été importé sauvagement par les Britanniques, qui ont piqué des plants de thé en Chine pour aller les planter sur les contreforts de l'Himalaya, du côté de Darjeeling, quand les Anglais ont mis la main sur le plateau du Décan. Mais à l'origine, le thé vient de Chine, et donc ils ont des quantités de jardins célèbres. Je ne pense pas que ce serait bien que ce soit des Français qui rachètent par exemple, les principaux jardins de l'appellation Longjingcha, du thé du puits du dragon, qui est un des thés verts les plus célèbres de Chine, ou d'acheter des thés dans le Yunnan, de Jianheng, c'est les grands Yunnan impériaux, ce sont des thés vraiment, enfin, moi, je suis un grand amateur de thé, c'est des thés extraordinaires, en fait. Je ne pense pas que ce serait bien que les Français rachètent ça, mais à la limite, il n'y a même pas besoin de le penser, puisque c'est interdit. Et que les Chinois l'interdisent. Donc on est dans une situation démente. On autorise en France, parce que c'est l'article du traité européen sur la libre circulation des capitaux, imposé par notamment les États-Unis et l'OCDE, mais gravé dans le marbre du traité de Maastricht. Donc on ne peut pas, sauf à évoquer un souci majeur d'indépendance nationale, mais on ne va pas dire que c'est un souci majeur d'indépendance nationale,
lorsque les Chinois rachètent le château de Gevrey-Chambertin. Donc, ça ne marche pas au regard de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en fait, on apporte sur un plateau aux Chinois qui sont non seulement l'usine du monde, le laboratoire du monde, etc., mais aussi le financier du monde. Ils ont des réserves en dollars colossales, dont d'ailleurs ils ont envie de se défaire pour avoir des actifs réels. En fait, ils peuvent tout acheter si on laisse faire, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, pour en revenir à nos agriculteurs, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo un petit peu ferme sur le sujet. C'est que on m'a demandé de descendre, aller voir tel ou tel agriculteur. Moi, c'est pas à moi qu'il faut dire qu'il faut aller voir les agriculteurs. Hein, j'avais fait le compte depuis que j'ai créé l'UPR, j'ai fait plus de 450 réunions publiques. J'ai visité plus d'une trentaine d'exploitations agricoles, aussi bien, peut-être même plus, peut-être 40, je sais plus, aussi bien en France qu'en Outre-mer. J'ai fait une trentaine de vidéos qui touchent les questions agricoles où j'explique tout ce qu'il faut faire. On a présenté des listes partout, donc pour défendre le modèle agricole français, pour justement dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Or, le problème que l'on a, c'est que d'abord, nous, on n'est pas un syndicat agricole, hein, c'est les syndicats agricoles qui doivent défendre l'intérêt des agriculteurs. C'est à eux, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Or, les syndicats agricoles, la FNSEA, j'en ai parlé, défend l'intérêt du big business. Donc, eux, ils sont très favorables à la construction européenne, traditionnellement, même si là, sur l'affaire du Mercosur, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui est la filiale jeune, ont pris des positions quand même très critiques contre le Mercosur parce qu'ils trouvent que il n'y a pas assez de soucis de vérification, de contrepartie, des choses comme ça. Mais fondamentalement, ils sont pour l'Union européenne. Le deuxième syndicat très à gauche, c'est la Confédération paysanne, qui est très à gauche. C'était là qu'il y avait José Bové. Moi, à chaque fois que je vais au Salon de l'Agriculture à Paris, j'y suis allé plus d'une quinzaine de fois. J'ai été reçu, pas toujours j'ai été reçu, disons, de façon un peu condescendante par la FNSEA quand ils avaient le temps de me recevoir. Sauf une fois où il y avait Xavier Belin, le président de la FNSEA, qui m'avait gentiment reçu. Voilà, mais c'était lui-même. C'était un milliardaire, il roulait en Ferrari. Bon, malheureusement, il est décédé, mais c'était vraiment. Alors lui, il était tout à fait pour l'Europe. Bon, la Confédération paysanne, à chaque fois que je suis allé au salon de l'agriculture, ils ont toujours refusé de me recevoir parce que j'étais d'extrême droite. Je sais pas où ils ont vu ça, parce que j'ai travaillé avec Charles Pasqua il y a 25 ans, donc je suis d'extrême droite. Bon, au passage, si Charles Pasqua était d'extrême droite, c'était quand même un gaulliste qui s'était engagé dans la résistance. À 16 ans, que dire de Macron et du gouvernement actuel? C'est le gouvernement actuel qui est d'extrême droite, je le dis depuis des années. D'ailleurs, j'ai vu que mon ami Emmanuel Todd l'a dit lui-même il y a quelques jours. Là, il confirme. Enfin, les gens qui regardent la réalité, c'est actuellement qu'on est gouverné en France par une extrême droite, en ce sens qui bride les libertés publiques, qui censure à tout va, et qui travaille pour des intérêts étrangers et qui nous entraîne vers une guerre. On a tous les caractéristiques d'un régime fascisant, en fait, en France. Ce que les Américains ont bien compris, puisqu'ils sanctionnent justement M. Thierry Breton. En attendant, voilà, la Confédération paysanne, parce que pour eux, il faut rester dans l'Union européenne, mais une autre Europe, bien entendu. Hein, voilà. Donc, ils sont de gauche, ils sont pour l'internationalisme, ils n'ont rien compris à rien, ou alors leurs dirigeants sont corrompus, et donc il faut rester dans l'Union européenne, mais évidemment changer l'autre Europe à la Saint-Glinglin. Vous connaissez le raisonnement, ça ne fait jamais depuis le traité de Rome, ça fait 68 ans. Ça fait 68 ans qu'on explique aux Français qu'on va changer la construction européenne. Et puis il y a le troisième grand syndicat qui est la coordination rurale, qui elle, dont les dirigeants vont en général toujours bien reçus, parfois très très bien reçus. Je sais que ils étaient autrefois proches du RPR, maintenant ils sont proches du Rassemblement national, mais enfin ils sont quand même pour la construction européenne. Il est là le problème. Donc moi ce que je dis, c'est que moi il y a des gens qui disent il faut que vous aidiez les agriculteurs d'aller sur le terrain. Et moi je réponds mais j'y suis allé sur le terrain, ça fait 18 ans que je vais sur le terrain. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Voilà. Qu'est-ce que ça aurait fait que j'aille me battre les flancs en Ariège face à des policiers? Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui sont allés, tout le monde s'est allé sur le terrain. Tout le monde, hein. Madame Genevin, les ministres, tout le monde va sur le terrain. Tous les partis politiques sont allés sur le terrain en pleurant des larmes de crocodile, en disant c'est scandaleux, l'agriculture est chère à notre cœur, l'agriculture c'est fondamental. Et une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait le job, ils repartent et puis c'est terminé.
et le système continue. Donc moi, ce que je dis, c'est pas moi qui dois aider les agriculteurs, c'est les agriculteurs qui doivent m'aider, moi en tant que président de l'UPR. Et pourquoi ils doivent m'aider, moi et l'UPR? Parce que nous sommes les seuls qui disons la vérité. Et m'aider, ça veut dire notamment au moment des élections, ils doivent se mobiliser pour nous. Parce qu'aux dernières élections européennes en 2024, on a fait 1,04% des suffrages en ayant été totalement blacklistés et invisibilisés. On a fait un peu plus dans le monde agricole. D'après les statistiques, les sondages post-électoraux, on aurait fait 3% chez les agriculteurs. C'est mieux. Enfin, bon. Alors, si vous y ajoutez la liste Poisson-Philippot qui avait fait 0,8, etc., on peut considérer en gros que il y a quoi, 4,5% des agriculteurs qui ont voté pour des listes qui demandaient le Frexit. Ça veut dire que 95% des agriculteurs continuent à plébisciter et à voter pour des partis qui restent dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà. Alors je sais bien que c'est difficile pour tout le monde parce que eux-mêmes, beaucoup d'agriculteurs, ils sont pas toujours sur Internet, ils regardent la télévision, ils se font enfumer matin, midi, soir et la nuit par BFM, par LCI, par TF1, où on leur présente le grand opposant au système, ce serait Bardella et compagnie. Enfin, tout ça, malheureusement, il tombe dans le panneau. Et donc, le résultat des courses, c'est qu'en 2024, nous, on a usé un 0,4, on n'a pas eu de député européen. Donc, il n'y a personne pour porter la bonne parole au Parlement européen pour dire ce que nous, on aurait fait. J'ai toujours dit, d'ailleurs, j'invite les gens qui ont des doutes à aller voir, parce que c'est en ligne, tout ça. Tous les propos que j'avais tenus pendant la campagne, c'était l'an dernier, c'est-à-dire, je ne remonte pas à Mathusalem, tout ce que j'avais dit, si vous votez pour nous, on ne pourra pas changer grand-chose. Parce que les autres, faut aller voir la profession de foi de Bardella pour les Européens, c'est à mourir de rire. Il disait la France revient. Et puis il y avait des promesses, on allait faire ci, mettre un terme à l'immigration, mais rien du tout. Il mentait comme tous les. Moi, j'étais le seul à expliquer que de toute façon, le résultat ne changerait rien puisque le Parlement européen n'a pas de pouvoir, enfin n'a que des pouvoirs résiduels. Je dis pas plus. Quand je dis pas de pouvoir, c'est un peu exagéré. Il a des pouvoirs résiduels. Donc moi, j'ai expliqué que finalement, c'était le seul intérêt de cette élection, c'était d'en profiter pour voter pour le Frexit. On n'aurait pas eu le Frexit, mais on aurait eu le magistère de la parole, on aurait pu intervenir à Bruxelles ou à Strasbourg, puisque vous savez que le Parlement se tient alternativement dans les deux capitales, ce qui engendre des coûts phénoménaux. Et c'est comme ça que Nigel Farage avait fini par se faire connaître des Britanniques, d'ailleurs. C'est justement comme ça. Mais pas du tout. Nos amis agriculteurs, comme d'ailleurs énormément de Français, ont été victimes du syndrome du prétendu vote utile. Combien j'en ai vu je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, les gens qui m'abordent dans la rue, qui me disent ouais, Monsieur Asselineau, c'est formidable, continuez, on vous soutient, etc. Et je dis est-ce que vous avez voté pour moi aux européennes? Il y en a 1 sur 10 qui a voté pour moi. Alors les autres, je dis mais pourquoi vous n'avez pas voté pour moi? Ah ben j'ai voté utile. Et c'était quoi utile? Ben c'était Manon Aubry. Manon Aubry, voilà. Manon Aubry quand ils étaient de gauche, hein, parce qu'il y a des gens qui non, moi je suis toujours de gauche, donc ils votent à gauche. Ah, Manon Aubry qui a sauté au cou de von der Leyen, vous vous rappelez? Oui. Et au moment de la censure de von der Leyen, tous les LFI avaient poney ce jour-là où ils étaient absents. C'est honteux. Enfin, c'est vraiment la trahison de LFI vis-à-vis des questions européennes est un des sujets les moins évoqués, mais qui est pourtant l'un des plus importants. Hein. Et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient voté soit la liste de Marion Maréchal, qui était la liste Zemmour, et vous savez que c'est un peu triste, enfin, comme comportement à la fois personnel et politique. À peine élue, Madame Maréchal a planté un coup de poignard dans le dos de Zemmour. Elle est partie sur les 5 députés qu'ils avaient. Il y en a 4 qui sont partis, laissant Sarah Knafo seule dans son coin. Mais je rappelle que Zemmour, que Knafo et compagnie et Madame Maréchal ne veulent pas sortir de l'Union européenne non plus. Et puis d'autres qui ont voté Bardella. Hein, voilà. Alors j'ai dit mais pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit on savait que vous n'y arriveriez pas. Et j'ai dit mais pourquoi je n'y arriverais pas? Eh ben parce qu'il y avait les sondages qui le montraient. Mais j'ai dit mais qui possède les instituts de sondage?
Ils me disent j'ai voté utile, mais je dis, vous vous rendez compte qu'en fait, de vote utile, le vote, il était utile, c'est vrai, mais il était utile pour les oligarques. Hein. Ce qu'on appelle en France le vote utile, c'est le vote utile pour les milliardaires. Hein. C'est ça Qui qu'il faut que les détiennent les Français instituts comprennent. de sondage. Mmh. Voilà. Et qui possèdent à la fois les médias et les instituts de sondage. Les Donc deux. là, maintenant, ça y est, on est reparti pour 5 ans. Il n'y a pas de députés, d'eurodéputés français demandant le Frexit. C'est tout. Voilà. Donc moi, c'est ça que je dis aux agriculteurs. Moi, je veux bien aller faire tout ce qui est possible en mon pouvoir, mais je n'ai pas de pouvoir. Justement, je n'ai pas été élu. Ils ont préféré voter pour Bardella, qui n'est jamais là et qui est pour l'Union européenne et tous les gens du RN. À l'exception de Mariani et de Virginie Jorion, qui sont c'est d'ailleurs incroyable aussi ça. Vous avez au sein même du même parti, vous avez Bardella qui déjeune avec Zelensky et qui dit que vous avez vu sa nouvelle sortie que la Russie pose à la France. Je considère, a dit Monsieur Bardella, je considère que la Russie pose à la France une menace multidimensionnelle. Il a Oui, répété, vous avez dû le répéter plusieurs fois. Ça, à mon il avis, est c'était un mot nouveau vendu, pour lui. Bon. il est vendu aux intérêts otaniens, Voilà. Bardella, et j'aimerais bien qu'on parle un peu de son cas, oui, Mais d'ailleurs. Oui. au même moment, vous avez Mariani et Jorion qui, en permanence, notamment Mariani, qui est quand même co-président du dialogue franco-russe, hein, je le rappelle, aujourd'hui, hein, au moment où nous parlons, il est co-président du dialogue franco-russe qui a été créé Tout à par fait. Poutine et Chirac. Bon. Et vous avez Mariani, qui d'ailleurs est traîné dans la boue dans les médias comme étant un agent de Moscou, tatitata, hein, bon, comme Xavier Moreau, comme Jacques Beau, etc. Bon, Il sera le Thierry Mariani, candidat, il sera le comment? candidat du RN à la mairie de Paris. Qui sera le candidat du RN à la mairie de Paris. Les mauvaises langues disent qu'il ne voulait surtout pas y aller et que c'est une façon, d'ailleurs, de l'enterrer politiquement. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, il faut qu'on parle aussi des élections parce que c'est assez gratiné ce qui est en train de se préparer. Mais vous avez dans le même parti politique quelqu'un qui dit blanc et l'autre qui dit noir. C'est dingue. En attendant, et pour terminer sur les agriculteurs, moi je l'ai dit, il faut que les agriculteurs, maintenant, ils sont face à leurs responsabilités. Il faut qu'ils agissent en adultes. Et moi, j'ai dit, je veux bien aller voir tous les agriculteurs français, mais à une condition, c'est que maintenant, ils prennent fait et cause en disant ce que nous voulons, c'est le Frexit. Et en 2027, nous voterons pour le candidat à l'élection présidentielle qui voudra le Frexit et qui sera donc, à partir du moment qu'on fera, c'est pas uniquement le Frexit pour le Frexit, à partir du moment où on sera sorti de l'Union européenne, on pourra rétablir des droits de douane pour protéger certaines de nos spécialités agricoles. C'est ce que fait Trump d'ailleurs avec succès. Hein. On n'en parle pas. Mais les augmentations des droits de douane qu'a fait Trump, rappelez, la presse française a dit c'est un inimaginable, il est complètement siphonné, c'est un dingo, etc. Il faut l'empêcher de nuire. Maintenant, on n'en parle plus parce que je ne dis pas que la situation est rose aux États-Unis. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Sébastien, je crois que c'était juste avant, qui était tout à fait intéressant. Et oui, la société américaine, elle est percluse, mais ça, c'est un problème civilisationnel de l'ensemble du monde occidental qui a perdu les grandes valeurs transcendantes. Ça, c'est mon interprétation des choses. Donc les États-Unis, en effet, sont sur une voie de déclin contre laquelle essaye de lutter Trump avec ses outrances, avec ses fantasmagories, etc. Mais néanmoins, les droits de douane qu'il a rétablis, vous avez vu, il y a un redressement spectaculaire du commerce extérieur américain. Et il y a des investissements très importants du monde entier aux États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que il faut, comme en toute chose, il faut se garder de tout excès. Le libre-échange absolu est une stupidité, de même que le renfermement absolu. Tout ça, c'est une question de nuance, d'agir en fonction de ses intérêts les meilleurs. La Suisse, par exemple, qui n'est pas dans l'Union européenne, agit de façon subtile, notamment sur les droits de douane, par exemple pour les productions agricoles. Lorsque en Suisse on produit des fraises, ça arrive, à ce moment-là, il y a des droits de douane qui sont importants sur les fraises de femmes made in Morocco, made in Spain, etc., parce qu'ils favorisent la production locale. Mais dès que la production locale est terminée en Suisse, il n'est quand même pas un pays très, très chaud, et bien à ce moment-là, les droits de douane rebaissent pour importer des fraises venues des pays du Maghreb, ou venus de la péninsule ibérique, ou venus je ne sais pas où, ou du Chili, parce que, et là, ça favorise le consommateur. Donc voilà une gestion fine et intelligente. Il faut pas avoir une espèce d'idéologie dans un sens ou dans l'autre.
Et à partir du moment où on serait sorti de l'Union européenne, c'est nous, on pourrait faire ça. Et actuellement, je peux vous dire que si on n'était pas dans l'Union européenne et si j'étais à l'Élysée, ben, je peux vous dire que tous les éleveurs, ils pourraient souffler parce qu'ils saveraient qu'ils seraient protégés. Voilà, parce qu'ils seraient protégés de la viande qui va être fabriquée dans des conditions, on ne sait pas trop bien comment, sur des brûlis d'hectares, de centaines de milliers d'hectares piqués sur la forêt amazonienne qui par ailleurs est le poumon de la planète et qui est en train d'entraîner nos éleveurs à la ruine. Alors, il trouverait en moins un défenseur. Et d'ailleurs, ce n'est pas, c'est à la fois une question, c'est pour défendre le niveau de vie et l'existence même des éleveurs français, mais c'est aussi la qualité gustative des aliments, puisque les traités européens, je l'ai dit, ne parlent que de l'augmentation de la productivité. C'est ce qui montre la folie du traité européen. Normalement, s'il y avait eu un traité intelligent, il aurait pu dire que ça devait tenir compte essayer de favoriser l'augmentation de la productivité, pourquoi pas, mais il aurait dû marquer aussi, toujours dans le même article fondateur de la politique agricole dans les traités européens, que la politique agricole avait aussi pour objectif, elle avait une pluralité d'objectifs, par exemple, donc la productivité, mais aussi le maintien d'agriculteurs en zone rurale. C'est de l'aménagement du territoire bien compris, c'est aussi une identité nationale. La France, depuis Vercingétorix, c'est un des pays les plus agricoles de l'Europe. Ça, c'est nos fibres. 80% des Français ou 90% des Français dits de souche, si on remonte à 4 ou 5 générations, ils sont d'origine paysanne. C'est mon cas. Donc, c'est aussi donc l'aménagement du territoire, le maintien de l'identité nationale, et puis c'est aussi, nous n'oublions pas, une question comment dirais-je, de souveraineté et d'indépendance nationale. Parce que si, mettons, demain, toute la viande était fabriquée au Brésil, qu'il y a une révolution au Brésil, que je ne sais pas, ou qu'il y ait des actes terroristes qui détruisent tous les porte-conteneurs venus depuis les ports brésiliens pour alimenter le marché européen en viande, on fait quoi? C'est incroyable. Il faut qu'il y ait le b.a.-ba d'un chef d'État, me semble-t-il, c'est d'envisager les menaces, hein, comme pour l'intelligence économique, de voir quelles sont les menaces qui pèsent sur un peuple, et en particulier d'assurer au peuple français son autosuffisance alimentaire, son autosuffisance vestimentaire, puisqu'il y a actuellement on ne fabrique plus on ne peut plus en France fabriquer on ne fabrique plus en France suffisamment de vêtements pour vêtir la population française. On dépend de trucs qui viennent d'Asie, etc. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut toujours envisager le pire. Donc, il faut autosuffisance alimentaire, autosuffisance vestimentaire, autosuffisance militaire. Il faut absolument que la France conserve sa propre industrie militaire et puis autosuffisance, j'allais dire, en matière de recherche et développement, autant que faire ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à des coopérations internationales, bien entendu. Mais il faut quand même conserver ce socle. Or là, le Mercosur, c'est typiquement le genre d'idéologie, comment dirais-je, jusqu'au boutiste, qui envisage comme ça, sans frémir, le fait que, par exemple, la France ne produirait plus de viande, que tout serait importé, mais c'est délirant, en fait. Voilà. Et donc, je terminerai mon propos en insistant sur le fait que c'est aux agriculteurs. Maintenant, après 18 ans, je pense qu'ils peuvent me faire confiance. Depuis 18 ans, ceux qui me suivent peuvent voir que je n'ai jamais été démenti par les événements. Bien au contraire, tout ce que j'ai pu dire est prédictif de la réalité. Et donc, il faut qu'ils comprennent que là, ils sont face à des gens qui ne les protègent pas. Vous savez que ce Mercosur va être signé aux alentours du 12 janvier, sans doute à Asunción au Paraguay. Monsieur Merz l'a annoncé, Madame von der Leyen l'a annoncé. Alors, il y a Macron avec ses petits points qui dit non, 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 mais qu'on me comprenne bien. Il a le pouvoir de dire non. Si Macron dit c'est non, si vous faites ça, il n'y a plus un sou que nous versons à l'Union européenne, alors là, oui, là pour le coup, il pourrait peut-être bloquer le système. Mais ça créerait un problème monstrueux au sein de l'Union européenne. Et puis surtout, il faudrait que Macron ne soit pas Macron.
Parce que Macron, il doit être tenu par des quantités de dossiers, de je sais pas quoi. Donc, il n'est pas maître de ses décisions, si vous voulez. Donc, il n'y aura pas cette rébellion phénoménale. Hein, et de même qu'il n'y aura pas un changement d'Europe. J'en profite pour dire, j'ai vu que ça, c'est un peu un autre sujet, mais on est toujours dans les mêmes sujets. Vous voyez que Madame Le Pen, elle a fait un tweet hier. Alors déjà sur le Mercosur, elle a dit comme tout le monde que c'était pas bien, mais elle veut rester dans l'UE. Bon. Et hier, il y a eu, je sais pas si vous avez vu Nicolas, il y a eu un tweet qui a beaucoup circulé sur Internet, sur le fait que en 2024, je crois, le nombre d'immigrés entrés en France avait été 25 fois supérieur à la moyenne des années 70-80. Eh ben, dis donc. Non, j'ai pas vu ce tweet. Alors, c'est évidemment considérable, c'est absolument considérable. Et Madame Le Pen a réagi à ce tweet en disant que enfin, tout était de la faute de Macron. Que Macron avait, au nom d'une idéologie insensée, il avait accepté, favorisé ici et ça. Mais enfin, on va pas dire que je défends Macron. Mais c'est pas Macron. C'est pas le C'est seul. pas Macron. Je dis depuis le traité d'Amsterdam de 1998, entré en vigueur le 1er janvier 1999, la politique migratoire n'est plus une compétence nationale. Ça a été transféré à l'Union européenne. Je dis depuis des mois, des années même maintenant, que l'objectif que s'est fixé la Commission européenne et qu'elle applique, c'est de faire entrer un minimum de 4 millions de migrants légaux par an sur le territoire de l'Union européenne. Il est là le problème. Il est là le problème. Et alors, Madame Le Pen dit, mais attendez, je vois des gens, je regarde beaucoup Internet, il y a des gens qui disent, mais attendez, on va avoir avec Bardella, c'est un homme de conviction. Non, c'est incroyable comment les gens peuvent être aveugles, en fait, sur ce qu'on leur présente. Bardella, Madame Le Pen, on arrive, on va prendre le pouvoir, tout va changer. Mais qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? J'ai déjà eu l'occasion 10 millions de fois de l'expliquer. Pour changer les traités européens, il faut l'unanimité, unanimité, unanimité. Il faut les 27. Il faut que 27 gouvernements soient d'accord sur un nouveau traité et que, donc, ils signent les 27 gouvernements et qu'ensuite les 27 peuples ratifient les traités. En règle générale, ce sont les parlements qui le font. Dans quelques cas, c'est par la voie référendaire. Donc, il faut 54 accords unanimes sur un nouveau. Or, sur tous les sujets, c'est impossible d'avoir l'unanimité. Voilà. C'est parce que, alors, Madame Le Pen et les gens, c'est vraiment, si vous voulez, la superficialité française. C'est un de nos plus gros défauts qui nous a historiquement mené à tous les désastres. C'est que, au lieu de regarder très précisément, vous savez, les Allemands ont cette expression qui est merveilleuse, qui disent Der Teufel liegt im Detail. Le diable réside dans les détails. Les Français, nous, on est un peuple, on n'aime pas les détails. Nous, on dit, bon, allez, voilà, on fait les choses en gros, voilà, l'intendance suivra, etc. Tout ça, c'est du détail. Non, 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 non. Moi, j'ai été formé, d'abord j'ai appris à parler l'allemand, je connais assez bien la société allemande, et puis ensuite j'ai été au Japon. Et là, je peux vous dire qu'en Extrême-Orient, c'est un souci extrêmement précis du détail. Et ça, c'est un des travers de la France, culturelle, hein, c'est que il y a une tendance chez les Français à ne pas faire dans le détail. Vous voyez, on a plein d'expressions en français. Donc, les gens qui ne vont pas dans le détail. Bon. Ce qui ne veut pas dire que toutes nos productions manquaient de détails. Si vous les sommets de l'art français au grand siècle, l'ébénisterie ou la poésie, la métrique, les romans, etc. Au contraire, il y a un souci immense du détail. Hein. Je ne dis pas que tous les Français, mais globalement la société française, elle aime bien les idées générales. Hein, voilà, les idées générales, on s'arrête pas aux détails. Donc, il y a une idée générale qui flotte chez les électeurs du RN, c'est que, bon, il y a Mélanie, il y a Orban, avec Le Pen, allez, c'est bon, on va changer l'Europe. Non, non, non. il y aurait 18 Mélanie, 25 Mélanie et Le Pen dans l'Europe, ça ne changerait toujours pas. Il en faut 27. Et même s'il y avait 27 Mélanie ou 27 Le Pen par ailleurs, et ça, c'est le deuxième détail qui manque aux gens qui regardent ça, enfin, aux partisans du RN,
Le deuxième détail, c'est que même s'il y avait des Le Pen partout, ils ne seraient pas d'accord. Parce que Madame Le Pen, on peut le supposer, ou Monsieur Bardella, on peut l'espérer, défendrait a priori les intérêts français, mais Le Pen polonais défendrait les intérêts polonais. D'ailleurs, c'est un parti nationaliste qui est actuellement au pouvoir en Varsovie. Il défend les intérêts polonais. De même qu'il y aurait un autre qui défendrait les intérêts danois, les intérêts chypriotes, les intérêts portugais, les intérêts finlandais, etc. Donc, ce que refusent de voir les partisans de l'autre Europe, ceux qui vous disent mais attendez, votez pour nous, comme ça on va pouvoir tout changer, non seulement ils refusent de voir les questions de l'unanimité qui impose non pas 27 mais 54 accords, j'ai dit 27 signatures, 27 ratifications, non seulement ils oblitèrent ce point, mais ils oblitèrent également le fait que s'il y avait comment dirais-je, des chefs de gouvernement qui étaient de partisans de l'Europe des nations, etc., ce genre de choses, mais ils seraient d'accord sur rien puisque nous avons des intérêts opposés. Il est là le problème de fond. Et que Madame Le Pen évacue complètement. Sur l'affaire de l'immigration, c'est absolument scandaleux ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, tout est de la faute de Macron. Encore une fois, je suis pas là pour défendre Macron. Bon, j'étais le premier à demander sa destitution. J'ai fait un dossier comme ça en décembre 2018. Hein, ça fait quand même, on est en 2025, ça fait 7 ans, hein, mon dossier. Ça fait le premier à mettre un dossier pour la destitution de Macron, c'est moi. Il est toujours en ligne. Mais moi, je n'aime pas mentir aux Français. C'est pas Macron. Si demain il y avait Bardella à l'Élysée, Bardella il serait confronté à quoi? Il serait confronté au fait qu'il y a 4 millions de migrants qui entrent chaque année dans l'Union, sur le territoire de l'Union européenne par l'application des décisions de la Commission européenne. Voilà. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais regardez ce que fait Orban, mais ça n'a rien à voir. D'abord, Orban il a des immigrés, contrairement à aller à Budapest, mais il est vrai que les immigrés qu'il y a en Hongrie viennent beaucoup plus des pays de l'Est. Voilà, plutôt des Ukrainiens, mais ou éventuellement peut-être du Caucase, mais il y en a peu qui viennent d'Afrique et du Maghreb. Mais c'est pas tellement Orban qui est en cause. C'est surtout le fait que, écoutez, quand vous venez du Maghreb ou d'Afrique francophone, vous n'avez pas tellement envie de vous installer en Hongrie. Vous ne connaissez rien, personne ne parle la langue magyar, etc. Alors qu'en France, il y a des quantités déjà de compatriotes africains, etc., qui sont là et qui peuvent vous faciliter votre insertion. Or, je rappelle qu'à partir du moment où vous êtes entré comme un migrant légal dans l'espace Schengen, en vertu de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit, qui assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'Union, eh bien, vous pouvez venir vous installer en France. Ça veut donc dire que M. Bardella ou Mme Le Pen, s'ils étaient demain à l'Élysée, ils seraient confrontés à ce problème auquel a été confrontée Mme Mélanie, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions de migrants chaque année qui arrivent. Chaque année, il y en a de nouveaux. Ce qui fait quand même quelque chose comme à peu près 33 000 personnes par mois, c'est 1 000 par jour à peu près, c'est plus de 1 000 migrants tous les jours que la Commission européenne fait venir dans le territoire de l'Union européenne et qui ensuite viennent s'installer en France. Donc il ferait quoi? Alors Madame Meloni, elle a fait quoi? Elle a lutté contre l'immigration illégale. Et l'immigration légale, vous avez vu, il y a plus de migrants qui entrent en Italie maintenant que du temps de Mario Draghi, vous vous rendez compte? Alors évidemment, certains disent, mais à ce moment-là, on mettra des contrôles aux frontières. Et moi, je dis, mais c'est contraire à l'article 67. Alors, à ce moment-là, on me dit, oui, mais alors on s'en fiche, nous, on est la France. Bon, très bien, vous êtes la France, ok. Donc, on s'oppose au traité. Oui. Les gens qui me disent ça, là aussi, ne vont pas au bout du raisonnement. Parce que si on s'oppose au traité, aussitôt la Commission européenne saisit la Cour de justice de l'Union européenne. Et nous serons sommés par la Cour de justice de l'Union européenne de supprimer les contrôles aux frontières. Donc, on est entré dans un processus judiciaire. Alors, il y a des gens, c'est vrai à gauche, d'ailleurs, il n'y a pas que le RN qui dit ça. C'est les Zemmour disent la même chose et LFI disent la même chose. Bon, mais quoique sur l'immigration, je suis pas sûr qu'ils disent la même chose sur les questions migratoires, mais sur d'autres sujets. Ils veulent entrer en choc frontal avec non seulement avec la Commission européenne, mais avec la Cour de justice de l'Union européenne. Ils ne voient pas d'ailleurs au passage que c'est pas seulement la Commission et la Cour de justice, c'est aussi entrer en choc frontal avec 22, 24 de nos partenaires européens et qui ne seront pas d'accord. Ça, il faut bien le comprendre.
Donc, on va entrer en choc frontal, on va faire quoi? On va avoir des problèmes, il va y avoir, tout va s'arrêter, etc. Moi, il y a une question que je pose. C'est pourquoi rester dans une structure dont on se prépare à violer les unes après les autres toutes les contraintes. Alors, on va pas respecter l'immigration, on va pas respecter les droits de douane, on va pas respecter le Mercosur, on va pas respecter l'acétamipride. Ça sert à quoi à ce moment-là? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde où nous avons des dirigeants de partis politiques qui se cassent la tête pour essayer de savoir comment résoudre des problèmes que nous n'aurions pas si on n'était pas dans l'Union européenne et qui pourtant veulent rester dans l'Union européenne. Mais c'est dingue! Il y a un moment à partir duquel, alors là, c'est dingue, c'est pas si dingue que ça se comprend. C'est que ce sont des gens qui sont tenus. Ils sont tenus par les milliardaires. La réalité, elle est là. C'est que M. Bardella, c'est un agent des milliardaires. Voilà, c'est tout. Il est là, il est positionné. On a une bande d'oligarques en France, puisque vous savez que les oligarques, on en parle uniquement quand c'est en Chine et en Russie. Bon, en France, mais nous, on a nos oligarques, c'est-à-dire des gens qui sont richissimes et qui ont décidé de s'approprier le pouvoir dans les coulisses pour imposer aux Français la politique que eux, les milliardaires, veulent. Voilà. Et quand vous dénoncez ça, quand vous voulez sortir de l'Union européenne pour redonner le pouvoir aux Français, en fait, et en leur retirer le pouvoir, il vous arrive ce qui m'arrive, c'est-à-dire l'invisibilisation complète. Voilà. À ce propos, j'ai un petit mot à dire. J'ai aussi réagi. J'ai vu Madame Le Pen. Elle est montée au créneau, vous l'avez vu, sur ce pitoyable Bardella, parce que, franchement, on n'a jamais vu un truc pareil. Vous avez vu sa prestation, comme on dit, à l'émission Quelle époque avec Léa Salamé et Roselyne Bachelot. Alors ouais, enfin, Bachelot n'a pas montré, enfin, pour moi, Bachelot, c'est quand même tout à fait lamentable. Mais bon, Bardella n'a pas été bon. Mais enfin, elle, la reine du shopping, quand même. Bon. Non, mais attendez. Là-dedans, je renvoie tout le monde aux ados, parce que Léa Salamé, comme Roselyne Bachelot, ne sont pas des personnalités recommandables. Je suis d'accord avec vous. Bon, là aussi, d'ailleurs, j'ai eu à me friter à l'une comme à l'autre. Mais quand même, vous faites venir un type qui est candidat à l'élection présidentielle. Il sait qu'il va y avoir une émission à la fin de laquelle on va lui poser comme question quelle question poseriez-vous à telle ou telle personne. On lui révèle pas la personnalité, mais il sait qu'il va avoir cette question. Le type, il a rien préparé, quoi. On lui demande si vous étiez avec Sarkozy, quelle question lui poseriez-vous? Où trouvez-vous toute cette énergie? Enfin, je sais pas, c'est incroyable. C'est quoi? C'est Macha Béranger? C'est la rubrique de Marie-Claire ou de Femmes d'aujourd'hui? Enfin, c'est quoi? C'est pas une question, ça, c'est une espèce de secrète admiration. Où trouvez-vous toute cette... C'est grotesque. Mais le pire, c'est après la deuxième question, et si c'est avec Trump, il ressent la même chose. Bon, il sait ridiculisé d'une façon extraordinaire. Bon. Il a montré ce qui est grave. Il a montré une impréparation, premièrement. Deuxièmement, une absence de sens des situations. Et troisièmement, une absence totale d'esprit de répartie. C'est extrêmement grave. Parce que vous vous rendez compte d'un chef d'État qui arriverait à une réunion à haut niveau avec Poutine, etc., qui n'a pas vraiment préparé ses dossiers, deuxièmement, qui n'a pas le sens des situations, et troisièmement, qui n'a aucun esprit de répartie, qui ne sait pas quoi répondre, mais c'est dément, quoi. Bon. Donc, c'est vrai que certains disent oui, c'est un petit détail. Non, c'est pas un détail. Ce sont aux détails. On revient sur la notion de détail. Ce sont aux détails qu'on juge d'une personnalité. Bien. Mais ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que Madame Le Pen, compte tenu de l'incendie que ça a révélé, Madame Le Pen est montée au créneau. Vous l'avez vu? Pour le défendre. Défendre. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Mais elle a dit surtout, ça m'a vraiment, j'ai quand même sursauté. Elle a dit que Jean Bardella avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement ou d'attaques inouïes. D'attaques inouïes, elle a dit. Et Bardella, d'ailleurs, en plus, a menti, puisqu'après, il a dit que c'était un montage qui avait été fait. Il n'y a eu aucun montage, tout le monde a pu voir l'émission en direct. D'ailleurs, Roselyne Bachelot est remontée au créneau hier pour dire qu'il n'y avait eu aucun montage. Donc, en plus, il ment.
En plus, ils n'assument même pas. Qui est menteuse aussi. Voilà. Ah mais oui, mais ils sont tous menteurs, bien sûr, mais quand même. Et moi, je voudrais dire à Madame Le Pen et aux gens du RN qui disent que c'est des attaques inouïes, il y a des attaques bien plus inouïes. Et que moi, j'ai regardé le nombre de passages sur LCI. Je parle que de LCI de Bardella. Il passe à peu près une fois par mois pendant 1 heure. J'ai commencé à relever, c'est inouï, ça c'est inouï. C'est-à-dire que et ce ne parle que de LCI. Bardella, il a table ouverte dans tous les médias des heures et 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 des heures. Avec en règle générale, donc là, c'était l'exception qui confirme la règle. En règle générale, vous avez des Darius Rochemin qui lui cirent les pompes. C'est incroyable. Il y a une violence inouïe, Madame Le Pen. C'est celle qui nous est faite et qui est faite aux partisans du Frexit. C'est que moi, j'ai 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur tous les grands médias du système. Alors ça, c'est une violence inouïe. Et moi, je demande ici qu'il y ait un débat Bardella-Asselineau sur LCI ou sur TF1, que les Français puissent juger qui a les capacités de défendre la France face aux grands requins de ce monde, Trump, Poutine, Xi Jinping, etc., etc. Qui a la possibilité de répondre au désarroi des Français? Là, je suis d'accord. Et on verra qui est-ce qui connaît les dossiers, qui est-ce qui a le sens des situations, qui est-ce qui a de l'expérience, qui est-ce qui a l'esprit de répartie, qui est-ce qui sait réagir en cas d'agression. Là, oui. Mais là, nous dire que M. Bardella a fait l'objet d'attaques inouïes alors que il est dans un petit cocon, ce monsieur qui n'a aucune compétence pour être président de la République, qui est catapulté par les oligarques qui veulent placer leur marionnette, la situation, elle est vraiment insupportable pour moi comme pour beaucoup. D'ailleurs, il y aura à mon avis, des conséquences. Je pense que ça va faciliter, à mon avis, une candidature à droite il y a des grands méli-mélos en ce moment, vous l'avez peut-être vu. Je pense aussi, je rappelle quand même aussi aux gens qui pensent que c'est arrivé, que l'expérience historique a montré que tous ceux, c'est un peu comme les cardinaux, vous savez, les papabili qui entrent au conclave et qui en ressortent cardinaux, tous ceux dont on a qui seront présidents de la République 1 an, 1 an et demi à l'avance, l'histoire a montré qu'en général, c'était rarement le cas. On a eu l'exemple de Dominique Strauss-Kahn, par exemple, qui est resté célèbre. L'exemple de Lionel Jospin, qui est resté également célèbre. On avait même Madame Le Pen elle-même qui était donnée. On avait eu Zemmour qui était donné quasiment au 2e tour face avec 46% des suffrages. Donc tout ça, il faut arrêter. Voilà. Mais voilà ce que j'avais à dire sur Bardella, puisque vous m'interrogez sur Bardella. Et un mot peut-être pour terminer. Actuellement, je ne sais pas si vos auditeurs le remarquent, moi je regarde ça, il y a les municipales qui arrivent. Oui, ça commence à être quelques mots sur les municipales. Et moi, j'ai encore une question à vous poser après, François. Les municipales, vous avez vu ce qui est en train de se passer? Enfin, c'est inouï. Dans les Alpes-Maritimes, mais c'est vrai dans quelques autres départements, mais dans les Alpes-Maritimes, vous avez des candidats RN, UDR. UDR, c'est le truc de Ciotti. Donc ça va bien puisqu'ils sont alliés. Donc Ciotti a fait alliance avec Madame Le Pen, donc c'est les candidats LR, UDR, Ciotti. Bien. Mais dans d'autres, il y a quelques grandes villes, hein, je crois qu'il y a Grasse, je me demande s'il n'y a pas, je sais plus quoi. Il y a 2-3 grandes villes des Alpes-Maritimes où là, c'est un candidat LR et Ciotti le soutient. Donc c'est un candidat Ciotti LR. Et dans ces cas-là, le RN présente son candidat contre. C'est quoi ça? C'est ça une alliance politique? C'est inouï. Enfin, je sais pas. Alors évidemment, certains disent oui, mais ça c'est le cas particulier des Alpes-Maritimes. Et si et ça, non. D'abord, c'est pas que dans les Alpes-Maritimes, parce que ça grenouille d'un peu partout. Et puis on voit bien, si vous voulez, que on a affaire à toute une caste politique qui ne se mobilise réellement, qui ne fait fonctionner ses neurones uniquement pour avoir des postes et des situations et de l'argent et voilà, des emplois rémunérés avec tous les attributs attachés à ces fonctions. Voilà, il faut quand même savoir que le RN il est allié à un parti qui lui-même s'allie en tant que de besoin avec les Républicains. C'est l'union des droites, certainement, telle qu'il l'imagine. Mais en effet, c'est douteux. C'est pour le moins, ce sont des arrangements. Et en effet, les Alpes-Maritimes,
sont une chasse gardée de Ciotti et de sa bande. François, j'aimerais qu'on termine sur Macron, quand même, sur des choses, moi, qui m'interpellent. Je sais que vous aviez été tout à fait ulcéré, ô combien à juste titre, par le voyage de Macron en Chine. Regardez un petit peu les résultats, que ce soit d'ailleurs, c'est pareil, c'est-à-dire que cette trahison permanente qui fait que Macron prétend défendre les intérêts européens et foule aux pieds les intérêts français, on l'a vu lorsque, par exemple, il s'est agi de négocier commercialement avec Trump. On avait un tout petit déficit, on aurait pu s'entendre directement avec lui et éviter de subir les droits de douane. Et là, on apprend que après avoir fait le mariole en revenant de Chine, eh bien, nous sommes sanctionnés par une augmentation des droits de douane qui touche les produits laitiers. Donc, il va toucher encore une fois, vous parliez du Roquefort tout à l'heure, nos filières à nous, Français, alors qu'il a fait l'imbécile, le mariole, en provoquant les Chinois, en particulier sur des droits de douane concernant l'industrie automobile, les voitures électriques, etc. Encore une fois, ce traître passe sa vie à défendre une pseudo-souveraineté européenne et foule aux pieds nos intérêts. C'est de la haute trahison tous les jours, François. Et je sais que vous avez une voix extrêmement forte sur ce sujet et sur Macron, et j'aimerais vous entendre encore là-dessus. Ben oui, bien sûr. Comme je le rappelais tout à l'heure, depuis ça fait 7 ans que je demande la destitution de Macron. Mais vous avez raison. Le problème, alors on ne sait pas ce qui l'emporte chez Macron entre la trahison et l'incompétence. Et par ailleurs, la bêtise, la bêtise. Parce que Macron, il croit. Je pense que c'est un problème psychiatrique. Je pense que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, c'est ce que disait le fameux psychiatre italien qui avait diagnostiqué Macron avant même son élection en 2017. C'est quelqu'un qui a dû subir des violences étant petit, qui a dû avoir une enfance pas très facile, je sais pas quoi, et qui s'est bâti un personnage de composition. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge permanent. Et à mon avis, dans un monde un petit peu irréel, un monde un peu onirique, voilà. Et je pense qu'il a dû tellement mentir dans sa vie, dans sa jeunesse, que c'est devenu une deuxième nature et que il pense que qu'il a une espèce de magie du verbe. Donc pour lui, gouverner, c'est parler. C'est un petit peu ça. Vous savez, toutes ces formules, gouverner, c'est agir, gouverner, c'est prévoir. Pour lui, gouverner, c'est parler. Donc il parle, et il parle un petit peu, comme voilà, à mon avis, sans réflexion. Donc il va en Chine. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le principe même de ce déplacement en Chine était complètement dingue. En gros, il est allé dire aux Chinois, il faut que vous arrêtiez de soutenir la Russie et que vous souteniez l'Ukraine. Bon. Mais il n'y a aucun moment dans la psyché de Macron, qui vraiment, faut essayer d'entrer dans ce cerveau, à aucun moment il ne s'est dit quel est l'intérêt des Chinois. Quel est l'intérêt des Chinois à suivre ce que je vais dire? J'ai eu l'occasion de l'expliquer. Si Poutine est intervenu en Ukraine, c'est fondamentalement parce qu'il sait que l'OTAN et l'empire euro-atlantiste et l'État profond américain ont pour objectif de démanteler la Russie en petits morceaux, en une quinzaine d'États. Même que je l'ai dit au dialogue franco-russe il y a 3 ans, certains m'ont traité de complotiste, pourtant j'avais toutes les preuves à l'appui. Maintenant, c'est Mme Kaja Kallas elle-même, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui l'a dit. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ont le même objectif pour la Chine. En démantelant l'empire chinois, il y a les mêmes cartes qui existent dans certains think tanks américains pour la Chine que pour la Russie. Voilà, où la Chine perdrait Taïwan, perdrait le Tibet, perdrait le Xinjiang, perdrait la Mongolie intérieure. À l'intérieur, il y aurait une Chine du Sud, une Chine. C'est vrai que quand on remonte à l'époque des royaumes combattants, il faut quand même remonter en moins 500 avant Jésus-Christ pour arriver aux royaumes combattants. Mais c'est vrai qu'il y avait des oppositions entre certaines parties de la Chine. Ça a été même vrai sous la dynastie Song au XIIIe siècle, où il y avait des Song du Nord et des Song du Sud. Mais enfin bon, c'est quand même un pays qui a été unifié. Et l'objectif américain, il est là. Les Chinois, ils le savent. Ils le savent. Ils ont des services de renseignement. Ils savent que l'objectif de l'État profond américain, c'est de les détruire. Bon. Et pourquoi la Chine vole au secours de la Russie? C'est parce qu'elle sait que la Russie, c'est la meilleure protection qu'il y ait pour empêcher les Américains de mener leur vision
destructrice, de de diviser pour régner, divide and conquer. Vous savez que c'est un des leitmotifs du monde anglo-saxon. Ils n'en veulent pas. Là-dessus, Macron, il arrive comme une fleur. Il ne doit pas avoir ça à l'esprit, Macron. Ou alors, s'il l'a à l'esprit, c'est qu'il est complètement barjot. N'importe quel chef d'État, enfin, moi, je sais que les Chinois savent ça. Donc, je ne vais pas aller dire aux Chinois, soutenez la Russie, soutenez l'Ukraine. Ça revient à dire aux Chinois, soutenez l'État profond qui veut démanteler la Russie avant de s'attaquer ensuite, de vous faire subir le même sort. Enfin, donc c'était voué à l'échec. Et Macron n'a pas à se mêler de ça. Macron, de toute façon, la France n'avait pas à se mêler de cette affaire. De toute façon, la France, je l'ai déjà dit, n'a pas à favoriser la destruction de la Russie, la destruction de la Chine. C'est la porte ouverte à la Troisième Guerre mondiale et l'apocalypse nucléaire. Donc, c'est tout le problème. Il est là. Donc, de la même façon que la France n'aurait jamais dû s'allier, se mettre derrière l'Ukraine, aurait dû au mieux essayer de jouer les bons offices entre Moscou et Kiev et l'État profond, et fondamentalement, la France n'aurait pas dû aller. D'ailleurs, on dépense des fortunes inimaginables. Hein. Bon, j'ai eu l'occasion de le dire aussi dans un tweet récent. Vous avez vu on se prend encore avec le prêt là qui va être accordé par l'Europe de quelque chose comme 90 milliards d'euros, un prêt sans intérêt qui ne sera jamais remboursé à l'Ukraine. Ça va coûter 18 milliards aux Français, alors qu'on apprenait au même moment qu'il manque 18 millions, c'est-à-dire 0,1% de cette somme, pour empêcher l'aile François Ier du château de Chambord de s'effondrer quand même. Hein. Les priorités budgétaires de Macron, c'est inimaginable. Et là aussi, ça va dans le sens de la haute trahison. Mais moi, je ne me serais pas mêlé de ça, et je ne serais pas allé en Chine pour dire ça. En plus de ça, il n'a aucun atout. Qu'est-ce qu'il peut dire aux Chinois? Donc les Chinois, ils ont fait quoi? Vous avez vu comment le président Xi Jinping l'a reçu. Il l'a reçu toujours très impassible, hein, avec un léger sourire un petit peu bouddhiste, là, je sais pas, mais très 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 impassible, ne disant rien. Il l'a reçu correctement. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'était la 4e visite d'État de Macron en Chine, alors que lui-même n'en a fait qu'une en France. Ce qui n'est pas bon, contrairement à ce que pourrait penser Macron, parce que ça veut dire que, en fait, celui qui se déplace, c'est le subordonné. Hein. Le Tianse, le fils du ciel, l'empereur de Chine, le président chinois, c'est toujours la même civilisation. Il est là, immobile. C'était Alain Perfit, qui était assez fin connaissant de la Chine, qui avait fait un ouvrage qui s'appelait L'Empire immobile. Hein, c'est ça. Donc, pour vue de Chine, vu comme d'Extrême-Orient aussi. Moi, j'ai vécu au Japon, vous le savez. Il y a la majesté, la puissance sont corrélées à l'immobilité, à l'impassibilité. Hein. Il y a toute une réflexion du taoïsme aussi là-dessus, hein, un peu un mélange des contraires. Par exemple, c'est cette pensée, je ne sais plus si c'est de Confucius ou de Lao Tse, je crois, ou peut-être de Sun Tzu. C'est sur le thème que la guerre la mieux, c'est celle qu'on ne mène pas. La victoire, c'est celle qu'on obtient sans mener de guerre. Donc c'est ça en fait. Donc le Chinois, il a vu arriver Macron comme une espèce d'histrion. Il l'a regardé. Il a fait un voyage avec lui. Il a entendu ce que disait Macron. Il n'a pas réagi. Ça, c'est très typiquement chinois. Hein. Macron, et puis comme Macron s'est heurté à un os parce qu'évidemment, il n'allait pas demander au président chinois de s'aborder la Chine pour les beaux yeux de Macron. Donc, il est reparti, et donc cet histrion arrivant à Paris, il s'est rendu compte que la magie de son verbe menteur, enfin, ce qu'il pense être la magie de son verbe, mais dont 90% des Français ne veulent plus entendre parler, eh bien, ça n'a pas marché. Donc, du coup, à ce moment-là, c'est le sale gamin qui lui casse son jouet et qui dit, bon, ben, puisque c'est ça, on va mettre dans 6 mois, on va augmenter les droits de douane. Alors, d'ailleurs, il s'avance parce que c'est pas lui qui décide, c'est la Commission européenne. 2, les droits de douane vis-à-vis de la Chine, il y aura des intérêts, comme d'habitude, extraordinairement opposés sur le sujet. Et il n'est pas du tout certain que les Allemands ou les pays de l'Est suivront une augmentation des droits de douane vis-à-vis de la Chine parce qu'ils ont aussi beaucoup d'intérêt à importer des trucs de Chine, etc., et à vendre. Les Chinois, ils vendent quand même aussi des Mercedes, hein, en Chine. Les Allemands, pardon.
Donc ils étaient avancés, et puis, vous l'avez dit, le résultat est tombé comme ça. Boum. Hein, ça, c'est typiquement chinois. C'est presque, c'est une partie de plaisir. Hein. C'est-à-dire que pour les Chinois, ils l'ont laissé s'agiter, et comme seule réponse, un mois après, paf, c'est les fromages qui sont frappés de droit de. Alors, quel est le pays au monde qui produit le plus de fromages célèbres? C'est la France. Voilà. Donc voilà. C'était la réponse, c'est typiquement une réponse chinoise. Vous trouvez ça dans tous les manuels de stratégie chinoise. Face à quelqu'un d'orgueilleux, il faut laisser quelqu'un d'orgueilleux, de prétentieux. Les Chinois détestent ça. Ils détestent. Ils aiment bien quelqu'un qui joue les fanfarons. Ils le laissent s'exprimer. Voilà. Oui. Et puis après ça, ils le laissent. Et puis une fois que c'est terminé, paf! C'est exactement ce qui s'est passé avec Macron. C'est exactement ça, François. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on a une filière qui va. C'est déjà très difficile d'être agriculteur, d'être paysan, d'être éleveur en France aujourd'hui. Et on a ce mariole, je pourrais être plus vulgaire, ce mariole qui fait le malin et affiche toute sa prétention et subit, mais c'est pas lui qui subit les conséquences, c'est la filière, c'est ceux qui font les produits laitiers, ces si bons produits laitiers français, et ça c'est insupportable. Et au passage, je ne saurais trop insister sur le fait que les Français doivent vraiment, en 2027, se poser la question, ils ne doivent pas réagir celui qu'on voit le plus à la télé, le plus jeune, le plus beau, le plus truc, le plus machin. C'est pas ça un chef d'État. C'est pas la Starac. Hein. Les Français, en 2027, il faut vraiment pas qu'ils se trompent. Il serait temps qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Il serait temps qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Ah oui, mais en 2027, c'est vraiment pas qu'ils se trompent. C'est peut-être la dernière fois. Hein. C'est peut-être la dernière fois qu'il y a encore la possibilité de redresser le pays. Il y a une dernière fois. Une des dernières fois. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il faut, dans le monde d'aujourd'hui, je crois, la priorité numéro 1 qui devrait être donnée à un choix. C'est pas la droite ou la gauche, d'ailleurs, ça, on s'en fout. Hein. Qu'est-ce qui sépare Bardella je sais pas, moi, de Glucksmann? Rien du tout, en fait. Ils ont les mêmes maîtres. Hein. Bon, tout ça, c'est du pipeau. Non. Il faudrait que les Français se posent comme question qui est, sur l'offre politique que j'ai, qui est celui qui a le plus d'expérience, notamment du monde de carnassier qu'il y a au niveau planétaire. Parce que envoyer un blanc-bec comme Macron, c'est atroce. Envoyer un gamin comme Bardella, c'est fini, c'est terminé. Enfin, vous vous rendez compte? Il faut comprendre la scène internationale comme une espèce de mare avec des crocodiles. Hein. Ils sont là. On a envoyé, je ne sais pas moi, une espèce de poulain, là. C'était Macron. Et maintenant, on va envoyer bientôt un agneau avec Bardella. Mais c'est dingue. Non, il faut avoir quelqu'un qui ait d'une carapace, qui ait de la solidité, qui connaisse quoi il a fait et qui ne se berce pas de mots et qui soit là. Il faut que les Français, ils votent pour celui, quelle que soit son étiquette, dont ils sentiront que il va tout faire pour les protéger au mieux, pour défendre les intérêts de la France et pas les intérêts fumeux de l'Union européenne, parce que les intérêts de l'Union européenne, en fait, c'est les intérêts de l'Allemagne, hein, au passage. En plus. Bon, il est 10h, mon cher François. Le temps de vous souhaiter un excellent réveillon de Noël, un joyeux Noël, de vous laisser dire quelques mots, si vous le voulez, à nos auditeurs, à nos internautes, justement, pour ce réveillon. Écoutez, Nicolas Stockham, vous m'avez très gentiment laissé m'exprimer. Je vous en remercie encore. Je vous fais la même chose. Je souhaite pour Lara, pour vous, pour tous vos proches, joyeux Noël, et puis tous les auditeurs. Merci. Voilà. Et puis un vrai joyeux Noël. C'est quand même la période de l'année qui, vous savez, c'est la métaphore de Noël aussi, c'est que ça arrive juste après le solstice d'hiver. Donc depuis un jour ou deux maintenant, les jours recommencent à s'accroître dans l'hémisphère boréal. Hein, donc la durée du jour est repartie à la hausse maintenant. On a eu la nuit la plus longue, c'était la nuit du 21 au 22 décembre. Maintenant, donc ça redémarre et c'est une métaphore un petit peu de tout, et c'est un peu la métaphore gaullienne par excellence.
la résistance, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Et donc, il y a un joli aussi proverbe qui dit, aussi bien en français qu'en chinois, après la pluie vient le beau temps. Donc, il faut pas non plus penser, c'est un peu un message d'espoir là que je voudrais dire, c'est que le pire n'est jamais sûr et que les Français, ils ont le pouvoir de changer les choses. Au bout du compte, c'est eux qui ont le pouvoir. Hein. Il faut arrêter d'être comme des brebis qu'on mène à l'abattoir ou des veaux, comme disait De Gaulle méchamment. Il faut vraiment que les Français comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont vraiment un pouvoir énorme. Et c'est pas le pouvoir d'aller faire des destructions dans la rue, etc. Le pouvoir, c'est celui qu'ont exercé qu'ont exercé les Roumains, par exemple, jusqu'à ce que l'Union européenne intervienne, notamment la France. Mais le pouvoir, c'est que ils ne disent rien, ils observent la scène, mais qu'au moment de l'élection de 2027, il y a encore 1 an et demi, ils votent pour celui qui saura sauver le pays, et ça passe nécessairement par la sortie de l'Union européenne. Là, je peux vous dire qu'un vote en faveur de l'UPR aux législatives, un vote en faveur d'Asselineau à la présidentielle, il n'y a rien qui redoute plus l'oligarchie que ça. C'est ce qui redoute le plus, c'est la raison pour laquelle nous sommes totalement invisibilisés. Que les Français le mesurent bien, ils ont un pouvoir phénoménal. Il suffit simplement qu'ils aient le courage de se réveiller, hein, comme dans les évangiles, les écailles leur tombent des yeux, hein, comme pour saint Paul, les écailles leur tombent des yeux, et d'un seul coup, ils réalisent qu'en fait, la solution, ils l'ont sous la main. Encore faut-il qu'ils aient le courage de comprendre que c'est la bonne situation et qu'ils aient l'intelligence de mettre de côté tous ceux qui veulent les pousser à faire une nouvelle fois un choix absolument dramatique pour le pays. Voilà, là-dessus, joyeux Noël à toutes et à tous, et puis notamment en famille. Il faut penser aussi aux personnes âgées, aux personnes isolées qui sont, ou aussi d'ailleurs aux agriculteurs qui sont sur les barrages. Hein, voilà. Mais ils ont raison d'être sur les barrages, mais franchement, un conseil à leur donner, qu'ils se mobilisent pour le Frexit. C'est ça, la clé, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Merci beaucoup à tous et à tous.